de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez via notre chaîne de télé, Kavi TV, sur le canal 500 du bouquet Star Time. Une fois encore, merci de nous préférer parmi tant. Au menu de ce mercredi 1er novembre 2023, le contrôle et la verbalisation des permis de conduire, des vignettes et même du contrôle technique reprennent à compter de ce mercredi 1er novembre 2023. Le ministère des Transports, dans un communiqué en date du 28 octobre 2023, l'avait déjà annoncé, un processus qui redémarre alors que le contrôle technique n'était plus dans le quotidien de certains citoyens, pourtant nécessaires afin d'éviter les nombreux cas d'accidents. Le manque de contrôle technique qui a souvent été rappelé dans de nombreux cas avec ces nouvelles mesures, devrons-nous nous attendre à une baisse drastique des cas d'accidents en République de Guinée? N'est-ce pas un pain béni pour certains agents véreux et qui peuvent ouvrir la valse de la corruption et la course à l'enrichissement illicite, ou simplement une belle stratégie pour amener les usagers de la route à protéger leur vie et celle de leurs compatriotes? Tant de questions que nous tenterons de répondre dans ce numéro du scanner. Créée le 1er novembre 1958, l'armée guinéenne est née des cendres fumantes de l'armée coloniale française. Seulement 737 hommes, dont 50 sous-officiers et 687 hommes de rang, formés de 75 caporaux-chefs, 135 caporaux et 717 soldats, composaient cette armée. La Guinée ne s'arrête pas là. Le désengagement des soldats guinéens sous le drapeau français s'est fait par vagues successives de 3 contingents. Le premier contingent arriva au port de Conakry le 22 novembre 1958, le deuxième le 31 décembre 1958, dans lequel se trouvait d'ailleurs un certain sergent Lansana Conti, dit-on, en provenance d'Alger. Et le troisième contingent, essentiellement composé d'élèves soldats qui suivaient leur formation dans les écoles militaires coloniales, arriva à Conakry le 18 juillet 1959. Voilà notre armée qui a grandi et qui a connu de grandes réformes, notamment la rédaction, l'adoption et la promulgation de la loi de programmation militaire 2015-2020, le règlement de discipline générale et le code de conduite des forces armées. Bien d'eau ont coulé sous le pont et de 1958 à 2023, 3 coups d'État ont été opérés par cette armée. Fier ou pas d'elle, il y a bien eu des avancées, mais il reste encore du chemin à faire. Vous le comprendrez dans cette émission. L'assistance médicale mobile en Guinée, on en parle. Au-delà d'une ONG, c'est un moyen qui permet la prescription mobile, les conseils thérapeutiques en ligne, l'évacuation sanitaire et la formation des jeunes. Ces méthodes ont été pensées par un jeune Guinéen, fruit de l'école guinéenne. En seulement 2 ans, ce pharmacien, à l'aide de son cabinet, a pu former gratuitement plus de 700 jeunes Guinéens à Kankan, Conakry et Kindia à travers de masterclass ou renforcement des capacités. Ce matin, nous recevons comme invité Dr Karamo Kaba. Il est docteur en pharmacie et président de l'assistance médicale Guinée. Puisque notre invité a plusieurs casquettes, nous parlerons aussi de la politique du CNRD à la tête de la Guinée depuis le 5 septembre 2021. Des avancées au raté, cet étudiant en master en sciences politiques, sans langue de bois, livrera sa grille de lecture. Vous êtes dans le scanner sur le média du développement. Une pause. Derrière, on propose. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h et de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe.
Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Vous nous suivez sur l'ensemble synchronisé de nos médias sur Facebook, ces groupes Kavi Média, sur notre site d'information siaminfo.com. Vous pourrez nous écouter en même temps, nous regarder si vous voulez, ou simplement télécharger nos différentes applications groupe Kavi Média. Ils sont toujours auprès de moi, autour de moi pour comprendre l'actualité. Ils vous aideront forcément. Yaya Diallo, l'enquêteur en chef et coordinateur de cette émission. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va? Ça va. Allez, il fallait voir cette penchante, toi. Allez, Dienab Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah. J'ai juste voulu ajouter la chinoise, mais bon, je laisse ça pour les Chinois. Je suis pas chinoise. Tu sais même pas, je sais pas comment dire. Tu sais que l'Asie est un peu vaste. Ouais. Tu sais même pas à qui je ressemble exactement. Tu es japonaise alors. Allez, je voulais que ce soit toi qui le dises, puisque tu l'as dit déjà. Allez, Yaya Diallo, on parle de ce sujet bonus. Un enseignant qui danse dans une salle de classe. La vidéo date de 2018. Elle a été décryptée par un de nos confrères du groupe Adafo Média. La nouvelle a pris la toile. Aujourd'hui, même le ministre de l'Éducation est inquiet, le syndicat inquiet. On a vu des vagues de réactions de ce côté. Oui, absolument. C'est une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit un professeur de français, dit-on, mais qui fait de pas de danse digne de Michael Jackson. Il est incroyable. Dans une salle de classe et qui avait harangué une véritable foule autour de lui, notamment ses élèves qui dansaient avec lui, avec deux pas qui frisent. Attends, est-ce que tu connais bien l'extravagance? Comment on appelle le style de danse? C'est du break dance. Et quand il fait là, il fait la même. Non mais j'étais étonné, abasourdi même. Ah, mais... Allez, Yaya, vas-y. Parce que là, je me retrouve sur une autre planète. Bien que la vidéo est de 2018, il faut le rappeler. C'est important. Non mais c'est assez incroyable. Vous savez, c'est cela. Et quand on recrute des gens sur la base de je ne sais quoi, parce qu'on ne parle même pas d'affinité, puisque à un certain niveau, un professeur de français au lycée, moi mon oncle a passé plus de 15 ans à Bonfils, c'est votre quartier d'enfance, vous le savez très bien. Ouais, je connais bien Bonfils. Il y avait beaucoup de bons enseignants à l'époque. Je n'arrive pas à comprendre que... Et c'est à Bonfils aussi qu'on avait pris quand même recruté un vendeur de charbon comme un enseignant, je ne sais pas si c'est de la chimie ou de... Tu vas laisser mon quartier je ne sais pas, c'est notre quartier. Il faut laisser mon quartier respirer ce matin, Yaya. Allez. En 2004, j'y étais. Allez. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un véritable problème. Un vendeur de charbon, et là aussi c'est un danseur de quartier qui, on nous apprend, qui est devenu d'ailleurs même mentalement fou. Il ne sait pas que c'est quelqu'un qui ne joue plus de toutes ses facultés. Et c'était prévisible parce que les pas de danse que je voyais ce monsieur en train d'avancer, c'est pas quelqu'un qui jouissait, à mon avis, de toutes ses facultés. Et c'est encore ahurissant parce que c'est en 2018, il faut rappeler, en 2018, à l'occasion de cette grève des enseignants, de façon générale, je crois qu'il y avait un vide qui s'est installé ici. Et la gouvernance d'alors avait décidé de colmater ces trous-là en recrutant ici et là de mécaniciens, des enseignants et des danseurs à la fois, parce que c'est ce qu'on a vu hier. Parce que c'est un véritable anti-crazy. C'est pour vous dire encore une fois, le système éducatif guinéen est infecté de toutes sortes d'individus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un système qui est absolument grabataire. Je ne parle pas de maladie, parce que il faut absolument sauver le système éducatif guinéen. Et là, j'estime qu'il appartient aux ministres et tous les ministères qui sont concernés aujourd'hui pour mettre fin à ça. Mais ce qu'il faut signaler pour finir sur cette question-là, c'est qu'on ne sait pas pour quelle fin ces journalistes qui seraient en connivence avec certains enseignants frustrés a quand même pu nous faire revivre cette vidéo qui date depuis 2018. Qu'est-ce qu'il veut
faire passer comme message, parce que apparemment, il nous fait comprendre que c'est une vidéo peut-être qui date de 2023, alors qu'en réalité, tel n'est pas le cas. C'est ce qu'a déploré le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Y compris certains syndicats. Oui. Y compris certains syndicats. Parce qu'on a quand même lu cette sortie de Michel Pépé Balamou, qu'on a tenté de joindre hier soir, malheureusement, qui s'est quand même... qui était vraiment... Qui a déploré. Oui, qui était surpris de voir même cette vidéo, parce qu'il nous dit que c'était juste une question de relance. Il a eu à répondre, mais après, le journaliste a son angle. Qu'est-ce qu'on peut? Ouais, mais j'estime encore une fois que ça frise encore une fois ces journalismes alimentaires que nous avons. Parce que, à mon avis, il y a un objectif. Si cela passe maintenant là, c'est parce qu'évidemment, certainement, il y a certains là-dedans qui tirent les ficelles. Et je n'arrive pas à comprendre cela. Il faut que ça cesse parce qu'encore une fois, il n'a pas mentionné 2018 pour faire comprendre aux téléspectateurs. Puisqu'on a quand même lu et relu le reportage. Peut-être que, comment on appelle ça, dans notre jargon, il peut revenir certainement sur l'élément en erratum. Peut-être souligner que cette vidéo date de 2018. Ça dénote encore une fois que cette division et cette contestation à l'interne au niveau de la coordination nationale des contractuels, parce que la coordination est en train de faire comprendre à l'opinion nationale que les enseignants contractuels communaux ont repris les cours, alors tel n'est pas le cas. Il y a une véritable division. Je vois leurs discussions, leurs échanges dans la plateforme. Et j'estime encore une fois que c'est une crise qui s'annonce à l'horizon, parce qu'il y a des organisations qui vont essayer de naître ici et là dans les prochains jours. Oui, Djenab, en quelques mots, par rapport à cette vidéo qui est devenue virale. Il faut le rappeler, en tant que journaliste, on appelle ça du fact-checking, si je prononce bien le mot. Il est important pour nous journalistes d'aller vers la source de la vidéo, l'année de publication, pour ne pas s'affoler. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages hier qui me stipulaient « Attention, pourquoi vous n'étiez pas là? C'était une couverture ?» Non, ce n'était pas une couverture. Cette vidéo date de 2018 et il était important dans le papier de le rappeler. On n'est pas en train de descendre ce journaliste, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à quelque chose derrière, dire qu'il y a de la manipulation en vue? Voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est du fact-checking. Je pense qu'on peut s'y attendre à tout moment en tant que journaliste. Quand j'ai vu cette vidéo que tu nous as partagée, j'étais vraiment abasourdi de voir un professeur danser de la sorte pendant qu'il est en train de dispenser. Et puis il ressemble à notre réalisateur. Moi, dans un premier temps, j'ai cru que c'était notre réalisateur, mais honnêtement... Lequel? Michel, oui, mais après, j'ai compris que c'était pas Michel. Mais honnêtement, non, ça m'a surpris. Dans un premier temps, j'ai pensé que Michel est plus géant que lui. Michel ne peut jamais faire ça, donc tu ne peux pas penser à lui. Plus grande taille. Allez, vas-y, c'était juste un petit comparatif que j'ai eu à faire dans ma tête. Allez, tu as eu ta réponse. Voilà. Et je crois qu'il y a eu des éléments que je ne savais pas, que Yaya a tout de suite avancé. C'est le fait que ce monsieur ne soit pas bien mentalement, qu'il soit un homme qui a des problèmes. Donc je crois qu'il a rappelé d'ailleurs que le ministère devait jouer son rôle dans surtout le recrutement des enseignants. Ce problème, on l'a toujours eu, c'est pas maintenant, mais il n'est jamais tard, on peut y remédier. On peut vraiment mettre un système en place qui permet de savoir quelle est d'abord la moralité de la personne qu'on recrute, parce que c'est important. Comme on le dit, l'enseignement, c'est la pédagogie. Si, bon, j'allais voir ceci sous un autre angle, si Yaya n'avait pas dit qu'il aurait... oui, c'est le ministre lui-même qui a rappelé. Il a été aussitôt éloigné des classes parce qu'on estimait qu'il ne jouissait pas de toutes ses facultés. Oui, ça a été dit par le ministre. Si ce n'était pas le cas, j'allais dire que chaque professeur a sa manière d'enseigner. C'est une sorte de pédagogie. Non, mais attention. Non, écoutez, attendez que je finisse. Cette extravagance-là. Non, je dis. Ça s'appelle la déviance, ça, madame. Oui, non, attends. Il y a du Makuba qu'on danse à c'est de la sorte dont il a dansé qui fait peut-être le mal. Le hic vient de là. Sinon, je ne pense pas que ça soit totalement interdit. On a vu des gens danser pour
passer à des opérations de chirurgie dans des hôpitaux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un système d'ailleurs qui se développe plus aux États-Unis, dans les pays anglophones. Avant de passer à une chirurgie avec un patient, tu chantes pour le patient ou tu danses pour les patients. Parce que c'est une question, je l'ai dit tout de suite, de moralité. C'est une question de conscience. Il y en a qui ne s'apaisent qu'à partir de ça. Parfois, il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'assez de concentration pour comprendre les cours. Mais quand tu suis trop sa manière de danser, tu te dis non, mais c'est pas quand même une personne normale qui danse. Sinon, s'il avait fait de sorte que les enfants se réveillent, qu'ils suivent le mouvement, moi, en tant que ministre, j'allais saisir cette opportunité-là, peut-être d'insérer cela dans certaines cours pour aider les enfants à mieux se réveiller. Parce que même nous, les plus âgés, à un certain niveau... Non. Je pense que ça n'existe pas dans le système éducatif. Même si ça existe, c'est pas pratiqué. C'est si pourquoi tu verras que c'est tellement... Non, il y a... Même... Attends. Le clap-tout, ça existe. Le clap-tout, ça existe depuis quand? Depuis quand? Depuis très longtemps. Non. Moi, depuis quel longtemps? Depuis 10 ans. Ah, d'accord. Depuis plus de 10 ans. Non, depuis plus de 10 ans. Ensemble, on tape, clap tout, triplé. C'est des choses que nous faisons. Non, mais attends, vous pouvez qu'on stagne. Moi, c'est cette façon de voir les choses. Même nous, dans notre métier là. Si tu remarques, c'est les mêmes lancements, le même reportage, les mêmes attaques. Un accident s'est produit ici. Non, pas les mêmes attaques. Non, mais attends. Non, mais c'est pratiquement la même chose. Il faut qu'on sorte de ça. Tu es en train de défendre les Moi, je suis d'accord. Je ne défends pas. J'ai dit tout de suite, je dis, déjà, ce qui est avancé sur le monsieur, si c'est le cas, je suis d'accord que ce n'est pas une personne normale. Si ce n'était pas le cas, c'est des opportunités à saisir, mais au fait, voir la chose en tant que telle, d'accord. La forme peut être là, mais le fond, on peut l'arranger à un certain niveau. Même nous, les plus grands, parfois un cours de 3 heures, tu es vraiment fatigué. Je pense que c'est le lieu d'interpeller le ministère. Avant, quand nous, on était petits, on voyait des... comment on les appelle? Des instituteurs? Des instituteurs. Non. Des instituteurs, non. Des gens qui venaient pour superviser. Les inspecteurs. Des inspecteurs qui venaient. Qui existent toujours. Qui existent, mais ils ne font pas très bien leur boulot. Qui pouvaient venir passer plus de 30 à 40 minutes en train de suivre l'instituteur ou le professeur sans qu'ils ne s'en rendent compte. Pour voir est-ce qu'il a le niveau qu'il faut requis pour enseigner. Est-ce que c'est quelqu'un qui a la pédagogie requise pour enseigner. Il y avait tout cela. Ce qui est déjà compris, oui, il faudrait qu'on passe. Celui-ci là ne dispensait pas de cours, c'était quelqu'un qui était venu organiser un concert et qui dansait avec ses élèves et qui collait même certains de ses élèves. Donc ça, c'est pas de l'enseignement, ça. C'est déjà compris. Voilà. Le ministre a apporté des précisions à propos et je pense que la situation est réglée de ce côté. On parle de cet autre sujet, c'est le contrôle et la verbalisation des permis de conduire, des vignettes et même du contrôle technique. Diallo, un point nous a intéressé, c'est ce contrôle technique. Parce que, comme on a l'habitude de dire pour les professionnels, ils disent souvent que les accidents tuent plus que les pathologies en République de Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une manière pour le gouvernement guinéen d'inciter ses usagers de la route à procéder à des contrôles techniques? C'est très important. Moi, je pense que je suis d'accord sur toute la ligne avec le gouvernement, sur le fait qu'il faut qu'on ait ces centres de contrôle technique pour les véhicules, c'est important. Il en est de même pour les humains, à un certain niveau, il faut se faire consulter, c'est important. Aujourd'hui, la capitale est complètement inondée par des véhicules qu'il faut absolument mettre de côté. Je crois que ce sont ces véhicules-là, quand vous prenez les minibus qu'on appelle communément chez nous, les Magdana, oui. Vous les verrez, Hier, on avait vu quelques victimes en rentrant. sous une pluie battante. Donc quand vous les voyez, c'est des minibus complètement trouillés et vous les voyez, vous avez peur pour ceux qui sont dedans. Donc j'estime encore une fois que c'est important à un certain niveau. Mais à mon avis, le gouvernement ne devrait pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut définir toutes les conditions qu'il faut pour les véhicules, que ce soit les taxis, que ce soit ceux qui font les transports urbains ou interurbains. De savoir ou de respecter un certain nombre de principes qui peuvent les permettre de dérouler. Quand vous n'avez pas, par exemple, les phares qui sont complets, les clignotants et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est ce qui permet d'éviter un certain nombre d'accidents ou un certain nombre de collisions,
vous n'avez pas la sonorisation. Beaucoup de Baka vont garer des Magbana. Parce qu'on voit des Magbana, ce n'est pas croyable hein, dans une capitale comme la Guinée. Non, mais honnêtement, il faut encore une fois qu'on essaie de revoir cela. À mon avis, c'est ce qui occasionne les accidents, on le sait très bien. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce sont ces centres-là aujourd'hui. C'est vrai, il faut que les véhicules de part et d'autre, de toutes catégories confondues, puissent passer pour ces contrôles techniques, c'est important. Mais où sont ces centres-là? Vous prenez tout Conakry aujourd'hui, on n'a qu'à peu près un ou deux centres, à la limite deux centres, des centres de contrôle technique. Vous imaginez, on peut passer toute l'année pour ces véhicules-là, pour passer à ces contrôles techniques-là, ça n'en finira pas. Donc il faut encore une fois interpeller nos autorités pour encore une fois qu'on ait dans chaque, ne serait-ce que dans chaque commune, un centre de contrôle technique. Là, au moins, on pouvait quand même minimiser un certain nombre de retards liés à ces contrôles techniques-là. Mais on se pose la question, quels sont ces véhicules-là qui respectent cette règle-là aujourd'hui? Ce qui fait que ce soit certains intellectuels, y compris même certains décideurs, ils ne respectent pas cette règle-là. C'est là où se trouve le paradoxe. Encore une fois, c'est pourquoi dans le communiqué plus loin, le ministre lui-même dit, en attendant qu'on installe certains centres au niveau, à l'intérieur du pays, cette règle ne s'appliquera que certains à Conakry et dans le Grand Conakry et certains véhicules qui quittent Conakry pour l'intérieur du pays. À mon avis, ça doit aller au-delà pour nous permettre encore une fois de minimiser ces accidents. Parce que quand vous prenez la plupart de ces accidents que nous constatons, que ce soit sur la route nationale, que ce soit sur celle de Bokeh et autres, c'est lié à un certain nombre de pannes techniques qu'on aurait dû éviter par les visites techniques qui devraient se faire au-delà de cette visite technique annuelle. Ça devrait se faire à tout moment pour éviter un certain nombre de choses, mais ça ne se fait pas. Et je crois que le gouvernement doit aller plus loin pour, encore une fois, mettre en place un certain nombre de mesures qui peuvent sanctionner les chauffeurs, pour ne pas dire des chauffards, qui aujourd'hui roulent à ciel, à tombeau ouvert, il faut le dire, et qui, à mon avis, occasionnent ces accidents mortels à tout moment. Et là, encore une fois, je crois que le gouvernement doit prendre toutes ces mesures-là pour nous éviter ces d'accidents. Oui, Djenab Diallo, par rapport à cette actualité, notamment cette reprise de contrôle des vignettes permis de conduire et contrôle technique au niveau des véhicules. Moi, je crois que c'est une mesure importante pour prévenir les problèmes mécaniques et les accidents de la route. Nous avons vu le communiqué qui est sorti depuis quelque temps. Le 28 octobre, exactement. Le 28 octobre, c'est... Un premier communiqué était sorti pour une catégorie de véhicules qui devait commencer depuis le 2 mars pour le contrôle, et cette fois-ci pour le poids léger qui est pour aujourd'hui 1er novembre. Je pense que c'est une bonne chose, mais le gouvernement devait prendre le chemin de la sensibilisation d'abord, parce que n'oubliez pas que c'est un élément pas en termes communication, pas en termes d'information pour les citoyens, mais c'est un élément nouveau qui va rentrer dans le quotidien maintenant des chauffeurs, en tout cas de tous ceux qui ont des engins roulants. Donc il fallait passer pour moi par la communication, une large communication à travers même des panneaux dans nos rues et tout, pour dire aux gens que désormais vous devez vous munir de ceci ou de cela. Ce qui n'a pas réellement passé, c'est un communiqué qui est passé inaperçu. Et aujourd'hui, les gens sont étonnés de faire face à un contrôle des agents de la sécurité routière. Bien. Je pense que c'est bien parce que ça permet quand même d'éviter certains accidents graves. Ça permet aux chauffeurs même d'être plus rassurés quand tu es dans ta voiture. Tu sais que ton frein, il donne bien. Tu sais que les amortisseurs sont bien. Tu sais que... le pneu, il est bon. Voilà, c'est des éléments en tout cas qui rassurent. Et que vous avez votre triangle, vous avez votre pneu de secours, c'est important. Justement, tout cela permet vraiment à sécuriser sa vie, mais aussi celle des autres citoyens. Parce que comme on aime à le dire, on conduit pour soi et pour les autres. Quand on conduit, on fait attention non seulement à sa vie, mais aussi on fait attention à la vie des autres. Bien. Donc, je pense que c'est un élément nouveau qui est important, mais il fallait communiquer là-dessus.
Parce que d'abord, les gens ne savent même pas où se diriger pour aller faire ce contrôle technique-là. Il n'y a pas assez de services techniques existants. À un moment, tout le monde avait à l'idée que c'était Civita qui était vraiment... Civita qui peine, hein, parce que Civita, c'est un gros dossier. Hein. Peut-être qu'on aura le président fondateur de Civita. Avec tous les problèmes autour, voilà, qui n'a pas pu Civita qui a un procès avec l'État guinéen. Justement, et il y a d'autres services, mais moi qui suis là aujourd'hui, si j'avais une voiture et que je veux vraiment passer au contrôle technique, je ne sais même pas vers quel service me diriger. Donc, oui, il y en a, mais les gens ne sont pas informés. Oui, je pense qu'il faut passer vraiment par une large communication, une bonne communication, pour que les citoyens adhèrent à cette belle initiative. Oui, cette alerte, peut-être avant de continuer, Yaya Diallo, c'est le débrayage du côté de la banque UBA Guinée. UBA Guinée, pour ceux qui sont abonnés de ce côté, hein, ça ne va pas de ce côté, on nous apprend notre informateur, les travailleurs ont quitté le boulot. Je ne sais pourquoi, peut-être qu'une équipe de reportage va s'y mettre tout à l'heure. Oui, Yaya Diallo. Donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est une aubaine aussi pour ces policiers. Un pain béni. Vous savez très bien comment ça se passe. Un pain béni, honnêtement. C'est comme le disent les chrétiens, alléluia. Après, tu dis simplement amen. Non, mais c'est véritablement une occasion pour eux de verbaliser les gigazés. Donc, je crois que, encore une fois, il faut que les autorités puissent ne serait-ce que canaliser cela pour nous éviter ces arts de raquettes, puisque ça se fait. Et il suffit que vous portez une tenue et que vous ayez l'autorisation de s'en prendre à n'importe qui et de demander de l'argent, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Même si vous avez tous vos papiers qui sont complets, eh bien, écoutez, ce qui intéresse ces argents-là, c'est de vous retirer de l'argent, et c'est une occasion parce que aussi longtemps que ces centres ne vont pas être installés un peu partout à travers la capitale, notamment dans les différentes communes, ça va poser problème pour la rapidité de ce contrôle technique-là. Et c'est un pain béni pour ces agents-là, pour encore une fois essayer de verbaliser, parce que c'est au nom de la République. Et ces agents-là, bien qu'ils soient des bénévoles, qui ne relèvent absolument pas. J'ai essayé d'échanger avec beaucoup d'entre eux là-bas. Beaucoup sont là-bas, c'est des jeunes du quartier. À 16h, 17h, ils portent leur tenue et puis ils viennent pour régulariser, pour ne pas dire dérégulariser complètement la circulation, s'en prendre au taxi-motard, au taxi... les transports en commun. Les transports en commun, et puis voilà, et verbaliser les gens. Je crois qu'encore une fois, il faut qu'on essaie de voir de ce côté-là pour ne pas qu'on cause du tort aux chauffeurs et aux gigazés. Je voulais rajouter quelque chose rapidement, puisque Yaya d'ailleurs parle de Pembeni pour les policiers. Je pense qu'au niveau de la verbalisation, il devait avoir là aussi une communication qui dit que si vous n'avez pas ça, voilà ce que vous devez payer. C'est important un peu de situer l'usager de certaines vis-à-vis de certaines responsabilités qu'il doit prendre. Aussi par rapport aux grilles, à la grille tarifaire, genre, les gens ne sont pas informés. Beaucoup ont peur. On pense qu'il faut débourser des millions pour un simple contrôle technique. Moi, j'ai eu quand même à fouiller avec une société de contrôle et visite technique. Là, on dit visite contre visite. Moi, je ne sais pas c'est quoi la visite peut-être, mais la contre-visite, je ne sais même pas de quoi on essaye de parler. Donc, j'ai eu quand même à les chiffres se situent à combien? Le prix, par exemple. Le prix, par exemple, pour un véhicule léger, la visite, c'est à 242 000. Donc, 242 000, le barème, c'est-à-dire justement l'apogée. Oui. L'apogée, c'est combien? Parce que le prix le plus moins... Non. Ici, c'est le prix le plus moins en contre-visite. 121 000. La visite, 242 000. Donc, et pour jusqu'à... Les véhicules 4x4, les pick-up, ça varie selon camionnettes, voilà, 286 000, 143 000. Je pense que ce n'est pas assez... C'est quand même minimisable. Voilà, justement, que les gens adhèrent à l'idée. C'est pas très cher, parce que moi-même, j'avais peur. Je dis, mais comment les gens vont faire cela? Et ça pourrait permettre à chacun de se munir de ce reçu-là avec lequel je n'en ai pas. Amène ton véhicule de ce côté. C'est très très important, il faut le rappeler. Nous sommes le 1er novembre 2023. Nous fêtons
65 ans d'existence de l'armée guinéenne. Nous en parlons dans cette émission Yaya Diallo. De 737 hommes, aujourd'hui, l'armée guinéenne a grandi. 3 coups d'état militaires, s'il faut le rappeler. Aujourd'hui, c'est des militaires à la tête avec des nouveaux corps de l'armée qui naissent au jour le jour. Un ministre de la Défense qui a d'ailleurs rappelé les avancées significatives de cette armée aujourd'hui. Est-ce que ces avancées suffisent-elles? Écoutez, dans un monde en mutation, j'estime que c'est pas trop suffisant. Et pour quelqu'un qui connaît aujourd'hui jusqu'où les différents États sont menacés par le terrorisme, la question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui notre armée est formée pour s'adapter à ces genres de situations? Parce que la formation entre guillemets archaïque qu'on a connue ou qu'a connu les différentes armées africaines, je crois que ça c'est commun à toutes les armées. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut s'adapter aux nouvelles orientations par rapport à cette menace terroriste-là. Est-ce que nous en avons, parce que les attaques terroristes demandent une formation particulière, c'est là où nous devons encore une fois nous intéresser véritablement la capacité ou les capacités de nos forces de défense de faire face à un certain nombre de menaces. Je n'en doute pas, je sais que nous avons des hommes et des femmes au sein des forces de défense et de sécurité qui sont très courageux, très bien formés, et avec une abnégation hors pair. Ça je le connais, c'est inhérent aux Guinéens. Mais est-ce que c'est valable pour aujourd'hui avec la situation qui s'impose aux différents États? Ça, c'est de façon générale, c'est pour le monde entier. Puisqu'on a vu du côté du Mali, aujourd'hui, c'est une armée qui est à bout de souffle, qui ne résiste plus face à cette menace terroriste. Ça, c'est un véritable problème. On a vu quelquefois même certains éléments de force de l'aménagement ou les FAMA, les forces armées maliennes, les FAMA, et on a vu à un certain niveau certains éléments de forces des armées maliennes qui fuient, qui jettent leurs armes et puis voilà, qui prennent, parce qu'ils ne sont pas bien formés, qui prennent la poudre d'escampette face à un danger, et ils sont appelés à défendre l'intégrité territoriale et la sûreté de l'État. Et quand les forces de défense et de sécurité ne sont plus aptes à faire face à l'ennemi, comme on le dit, bien écoutez, ça pose un véritable problème aujourd'hui. Et c'est le cas chez nous. Je ne le pense pas, parce que j'estime encore une fois les formations... Nous avons les forces spéciales. Hein. Nous avons le BATA. Ben, honnêtement, il faut s'en féliciter. Nous avons les fantassins aussi. Non, mais c'est ce que je dis, nous avons le BATA. Hein, c'était quand même... Comment on les appelle? On a les commandos chinois. Oui, on a même les commandos américains, on a les rangers. Donc, les fantassins, à un certain niveau, c'était l'élite... c'était le groupe d'élite de nos forces de défense et de sécurité. Avant l'arrivée des forces spéciales, ou la création des forces spéciales. Avant même la création du BATA. Ouais, puisque les lanceurs à compter sont tous ici de ces corps-là. Et donc, j'estime que là-dedans, nous en avons de part et d'autre. Que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la gendarmerie, que ce soit au niveau de l'armée de terre ou de l'armée de mer, nous en avons des jeunes gens qui sont très bien formés. Mais encore une fois, il faut essayer de généraliser cela. Parce que ce qui se passe dans notre pays ici, j'ai essayé d'échanger avec certains au niveau de l'armée qui me disent, quand les formations sortent, c'est comme l'administration. Quand les formations sortent, c'est les généraux qui se partagent ces opportunités-là avec leurs fils. Soit ils vendent ça à des proches ou ils privilégient leurs proches à eux. Ce qui fait que quand les gens la quittent ici pour des formations aussi importantes, qu'est-ce qui se passe? Ils sont désintéressés, ils ne suivent pas les formations parce que papa est général quelque part. Ils reviennent ici, ils n'ont pas la formation requise pour faire la restitution. Donc ça pose problème. On a mis ici l'école interarmée. Je crois que c'est une des institutions les plus importantes au sein de nos forces de défense et de sécurité. Mais ces deux poids, deux mesures fait qu'aujourd'hui, il y a cette disparité du point de vue formation au niveau des forces de défense et de sécurité. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut remédier, et je crois à la volonté, à l'expertise. Il faut penser à s'équiper. Il faut avoir une armée bien formée, bien équipée. Non, je t'explique juste un cas. Avec le coup d'État du 5 septembre en est un exemple palpable. Je sais de quoi je te parle. Le président Alpha Condé, à l'époque, a refusé, ou je ne sais comment qualifier cela. En tout cas, la garde présidentielle était moins équipée. Et c'était une alerte qui a été donnée par des sites
étranger qui avait dit que l'armée guinéenne était une armée où la présidence guinéenne était mal équipée. Alpha Condé n'a pas voulu écouter. Quand le coup d'État du 5 septembre a surgi, des armes sont tombées, des jeunes militaires qui étaient dévoués à la cause sont sortis avec leur PMAK. Quand tu tires plus de 10 minutes, c'est déjà l'arme, elle est chaude. Donc tu es obligé soit d'attendre pour qu'elle refroidisse, pour continuer à tirer pendant que l'élite, les forces spéciales, étaient camouflées. C'était des snipers qui étaient placés là avec des armes très lourdes, des crépitements, c'était un coup, pang, tu vois quelqu'un tomber. Aujourd'hui, on n'en parle pas, mais c'était aussi un facteur. Est-ce qu'il faut équiper les différents corps selon leur degré de responsabilité? Il faut aussi y penser. Nous sommes le 1er novembre et il faut alerter. Oui, c'est important, puisque nous avons vu le défilé à l'occasion de l'an 65 de notre indépendance. Nous avons vu quelques engins, nous avons vu quelques équipements, même si on a mis la peinture un peu là-dessus, mais on s'en rend compte que ça date de longtemps. Ouais. Ça date de longtemps, on ne peut pas... On arrive beaucoup de véhicules. C'est pour tromper un peu l'apparence, mais j'estime encore une fois qu'on en a besoin. Et aujourd'hui, puisque nous sommes dans un monde quand même qui est complètement en mutation, on a besoin d'avoir des armes de guerre de la dernière génération. C'est ce qu'on en a besoin actuellement, même si c'est un cas général, pas que de la Guinée. Ouais. Peut-être nous sommes en avance par rapport à certains, même dans les top 10 de forces de défense et de sécurité, les mieux outillés, les mieux formés, on n'y figure pas en Afrique ici. Donc c'est pour vous dire que du point de vue effectif, du point de vue armement, du point de vue même formation, écoutez, ça laisse à désirer. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut, c'est quelque chose sur laquelle il faut s'y atteler pour essayer encore une fois de remédier cela. Parce que quand vous prenez dans les années 90, 2000 à un certain niveau, l'armée guinéenne, c'était l'une des meilleures armées dans la sous-région. Oui, avec ces interventions du côté de la Guinée-Bissau, hier on rappelait cela. Du côté de la Sierra Leone, du Libéria et tout ce qui s'ensuit, on était très bien équipés, très bien formés. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La formation, elle est complètement bâclée et c'est ça la vérité. Vous imaginez, vous entendez quelqu'un dire depuis l'arrivée du CNRD, ils sont en train de corriger. Va au Kankalako, tu verras de quoi je parle. Là-bas, ça travaille nuit toujours. Ouais, même sous ça, on sait pour quelle fin aussi. Oui. Voilà, vous le savez. C'est ça. C'est ça l'armée. L'armée, ce n'est pas l'armoire. Vous le savez, parce que vous avez soulevé un point ici dans vos relances ici pour dire que s'il y a eu le coup d'État, c'est parce que. Je crois que s'il y a eu le coup d'État, c'est parce qu'Alpha lui-même l'a voulu. Parce qu'il a créé cette inégalité au niveau de nos forces de défense et de sécurité. On désarme certains. On essaie d'armer certains, et je crois que c'est ce qui a joué contre lui. Et bien, peut-être il en tirera toutes les conséquences, même si c'est trop tard. Zainab Diallo. 65 ans, déjà je pense que l'armée guinéenne a bu beaucoup d'eau, parce que c'est une armée quand même qui a de l'âge. 65 ans, c'est pas 65 jours. Aujourd'hui, nous fêtons cet anniversaire avec beaucoup de joie. C'est le moment d'ailleurs de souhaiter joyeux anniversaire à toute l'armée, que le bon sens les guide, que l'honnêteté les guide. C'est ce que nous souhaitons pour que cette armée soit plus républicaine, voilà, dans tout ce qu'elle a à faire, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Cet anniversaire, c'est une belle occasion, comme on le disait hier, pour l'armée, en tout cas, de faire une rétrospection sur tout ce qui a marché depuis là et ce qui n'a pas marché. Donc, c'est le lieu de se projeter. Par exemple, ils peuvent bien ouvrir les débats, c'est ce que nous souhaitons. Je l'ai dit hier, écouter quelques citoyens par rapport à leur façon de voir l'armée guinéenne, ça pourrait aider. On sait qu'à l'international, cette armée quand même ramène une très belle image, mais à l'interne, le bas blesse. Cette armée est vue autrement. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment tenir compte des remarques et tout. Je pense aussi que c'est le lieu d'interpeller la Grande Muette sur sa responsabilité. On sait que depuis Lansana Conté jusqu'à maintenant, c'est la 3e junte à diriger le pays. Et c'est important de savoir que quand on parle de l'armée, c'est une question de parole d'honneur. C'est la différence entre nous et l'armée. C'est pourquoi, devant le fait accompli,
un militaire ou un corps habillé peut se donner la mort parce que juste dans sa prestation de serment, il avait promis de mourir pour la patrie. Je pense que la parole d'honneur, elle est très importante. On se rappelle de tout ce que le président Doumbouya nous a promis à sa prise du pouvoir. Je pense que c'est le lieu de l'interpeller pour lui dire attention, tu es en train un peu de dévier sur ce que tu avais promis aux Guinéens. Et ce que tu avais également pas promis, mais les clauses entre le CNRD également la CEDEAO. Donc c'est le moment de respecter tous ces engagements-là envers la Guinée. Je pense que c'est important. C'est important aussi de parler de la discipline dans l'armée, parce qu'on sait que l'armée guinéenne, l'armée d'OTAN, l'armée d'hier n'est plus l'armée d'aujourd'hui. Avant, quand tu parles de discipline, on se réfère tout de suite à l'armée. L'armée était caractérisée par l'honnêteté, comme je le disais, la discipline, la rigueur et la fidélité et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, tu peux banalement voir un margi se permettre de challenger, de parler mal à son aîné capitaine ou de le gifler. Je pense que ce sont des réformes à apporter. Il y a beaucoup de réformes qui sont déjà apportées, mais c'est important aussi que ce respect-là demeure, c'est un peu partout dans le monde. Comme l'a dit Yaya tout de suite, c'est important aussi de penser un peu à cette place que nous devons occuper en termes puissance. Quand on dit puissance militaire, quand on dit... Parce qu'il y a quand même les catégories de puissance. Actuellement, les États se battent pour ça. On dit puissance économique, puissance politique, puissance militaire. Je pense que la Guinée devrait vraiment pouvoir se positionner quand on entend toutes ces sommes qui sont dépensées pour vraiment réformer l'armée. L'autre chose peut-être, pour finir, c'est cette question aussi, comment je vais dire cela? Le mot m'échappe. Allez, on je va vais donner la parole à Yaya. Je vais revenir tout de suite. Elle a été tellement gourmande qu'elle n'a pas Allez-y, rapidement, parce qu'on a notre invité qui s'impatiente là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre armée, c'est celle-là aussi qui nous a dirigés. C'est pas là, il faut signaler. Pendant plus de 24 ans, on était là sous un régime militaire. L'ancien contexte militaire. Ça, c'était pas aussi, c'est ce qu'il faut signaler. Elle n'est pas que là pour nous défendre, mais elle nous a aussi dirigés. Et je crois que ça, c'est une expérience aussi que le peuple de Guinée a avec son armée. Après, l'ancien Conté aussi, c'est les mêmes militaires qui ont continué à nous diriger. C'est Dadis Camara, après c'est Sekouba Konaté, ce qui aboutit à l'élection de 2010 qui a amené Alpha Condé à la tête de notre État. 11 ans après, aujourd'hui, nous sommes aussi sous un régime militaire. C'est pour autant dire qu'encore une fois, l'armée n'a pas fait que... n'a pas participé qu'à la sécurité nationale, mais elle a aussi participé à la gouvernance nationale. Donc, c'est au peuple de Guinée, encore une fois, d'en juger ce qu'elle a été pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que l'armée, c'est vrai que si on nous a épargné d'un certain nombre de choses, notamment certaines agressions rebelles à un certain niveau, c'est parce qu'elle s'est illustrée. Elle s'est illustrée et je crois que c'est un moment de les rendre hommage. Le fait général Lansana Conté, le fait Diarra et le fait Fasciné Touré. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Fait Abdraman Baldé ou Diallo, je ne sais pas trop, l'ancien ministre de la Défense. Il faut les rendre hommage tous. Fait général Sekouba Konaté, Moussa Dadis Camara et jusqu'au colonel Mamadi Doumbouya. Mais ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'au maintenant là, on a du mal à sortir la tête de l'eau parce que tout simplement, l'armée n'a pas accepté de prendre toute sa responsabilité à un certain niveau, de remettre le pays sur les rails. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème. Et c'est ce qui différencie nos forces de défense et de sécurité à un certain nombre de pays, à un certain niveau. C'est l'armée qui a pris sa responsabilité de redresser le pays. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces États-là sont en avance par rapport à nous. Je voulais rapidement, ce que je voulais dire, un point très important, c'est la justice. Il faut que cette question de justice aussi soit une des priorités du CNRD, parce qu'on a vu la création de la CRIEF. Depuis que la CRIEF a été créée, aucun militaire, en tout cas en fonction, n'a été
interpellés par rapport à un quelconque détournement. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de malversation dans la grande muette. Il faut qu'on s'y intéresse, c'est important. Il y a beaucoup de montants qui sont dépensés pour des formations, pour acheter des armes, des munitions et tout. Il faut qu'on jette un œil sur la façon dont fonctionnent vraiment les finances du côté aussi de l'armée. Ce qui est déjà compris, donc nous rendons hommage au général Noumandian Keïta, au général Namori Keïta, au général Toa Kondé, chef de bataillon Ousmane So, chef de bataillon Abou Kamara, colonel Fernando Tidjane Kamara, capitaine de vaisseau, colonel Sanoussi Kondé, colonel Oumar Souma, colonel Ibrahim Assouri Diallo, et général Kelfala Kamara, général Diara Kamara, l'annonçait tout à l'heure Yaye Diallo, général Oumar Sano, général Nou Cham, général Suleiman Kelefa Diallo, général Namouri Traoré. Ils sont nombreux qui se sont battus pour cette armée guinéenne. Merci de défendre le territoire national. Merci de défendre la Guinée. Tout à l'heure, nous recevons notre invité de parcours. On parlera santé et de politique dans le scanner. Restez à notre compagnie. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Deuxième et dernière partie de votre émission de débat constructif, le scanner. Vous êtes sur le média du développement. Et je vous l'annonçais tantôt, notre invité est déjà parmi nous. Il est docteur, pharmacien de profession, si on peut l'appeler comme ça. Aujourd'hui, il fait son master en communication, en sciences politiques. Donc, il veut être à la fois médecin et politique, hein? On va le comprendre tout à l'heure. On parle de l'assistance médicale mobile au-delà d'une ONG qui est un moyen qui permet la prescription, j'y arrive, mobile, les conseils thérapeutiques en ligne et l'évacuation sanitaire et la formation des jeunes. Docteur Karamou Kaba, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci bien, oui. Au-delà d'être docteur, vous voulez être homme politique? Exactement. Ah bon, vous rêvez de faire les deux à la fois?
Oui, parce qu'il faut être aussi à temps des affaires publiques pour pouvoir prendre certaines décisions allant bien sûr dans le sens d'aider beaucoup plus de personnes. D'accord. On parle de l'assistance médicale mobile en République de Guinée. Aujourd'hui, quel est le sondage que vous faites, également de cette assistance médicale? Pourquoi vous acceptez de faire votre assistance en ligne? Parce que je me suis quand même promené sur votre page officielle. J'ai quand même vu Dr Carmo en train de donner des conseils ça et là à des patients, à des citoyens, des fois même des prescriptions que vous faites en ligne. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer tous les amoureux de Kavi TV. Et aujourd'hui, c'est une grande opportunité pour moi de discuter davantage sur ce que je suis en train de réaliser en Guinée. Ça fait à peu près 3 ans. Et il y a 3 ans, j'ai décidé parce que le monde évolue. Et aujourd'hui, le monde est devenu un petit village planétaire. Il faut profiter, bien sûr, de certaines... En tout cas... Allez-y. Faites descendre le micro. Ok, il n'y a pas de problème. Allez-y, c'est bon, allez-y. Ok, je disais tout à l'heure qu'il faut profiter bien sûr de la nouvelle technologie pour pouvoir aider plus de personnes. Alors j'ai décidé après ma soutenance, bien sûr en pharmacie en 2021, j'ai décidé directement d'ouvrir en tout cas une plateforme, une ONG médico-sociale qui pourrait permettre bien sûr à certains Guinéens qui sont dans des endroits très reculés, parce que vous allez voir si vous partez vers Koyama par exemple, bien sûr la connexion internet est là, mais les services de soins et les centres de santé, les hôpitaux, est-ce que ça fonctionne normalement? Parfois, un malade peut être vers Nafadji jusqu'à 30 km de Cancan, en tout cas qui a un petit souci. Une dame peut dire, ah, ma fille a fait aujourd'hui la diarrhée, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Donc je me suis dit, aujourd'hui, il faut utiliser l'Internet dans le bon sens. Parce qu'on le sait pertinemment, dans les pays en voie de développement, l'Internet est utilisé dans le mauvais sens. Autrement dit... Allez-y. Ok. Autrement dit, on se sert de l'Internet pour diviser. On se sert de l'Internet pour alimenter les violences. Alors, étant un agent de santé, je me suis dit, il faut créer une plateforme. Donc, celui qui est vers, en tout cas, une zone très reculée en Guinée, peut prendre son téléphone et appeler docteur. Ah, docteur, ma fille a fait une diarrhée hier nuit. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on vous prescrit en ligne, on vous envoie l'ordonnance, vous achetez peut-être le produit dans une pharmacie très proche, et voilà, gratuitement, n'est-ce pas? Au-delà de ça, on s'est dit, aujourd'hui, il y a des sujets qui sont considérés par notre société comme tabous. Autrement dit, des mystères à ne pas offenser. Et c'est des sujets qui sont extrêmement importants parce que ça fait trait à la vie. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller à la rencontre des jeunes, former des jeunes de façon gratuite? Parce que de 2021 à nos jours, nous avons pu former plus de 700 personnes gratuitement. Conakry, Kindia, Cancan également. Donc, on s'était dit, alors, il faut aller à la rencontre des jeunes, des ONG, former les gens, donner des informations scientifiques sur certaines pathologies, certaines maladies qui commencent en tout cas à gagner du terrain chez nous. Donc, je me suis dit, ça, c'est gratuit que je dois apporter à ma communauté. Peut-être demain, ça peut payer le prix parce qu'il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que j'ai apporté à mon pays au lieu de se dire, qu'est-ce que mon pays a apporté? En tout cas, qu'est-ce que mon pays m'a donné? Donc, aujourd'hui, je suis dans cette lancée. C'est une démarche, en tout cas, qui ira jusqu'au bout parce que à chaque fois que je vois un Guinéen et une maman, Antoine, qui doit accoucher dans des situations drastiques, en tout cas un village où il n'y a même pas un centre de santé, ça me fait mal au cœur. Donc ma participation citoyenne s'inscrit dans ce cadre. Et ça marche très bien aujourd'hui parce que l'assistance médicale mobile Guinée est partout aujourd'hui et est sollicitée par beaucoup de personnes. Au-delà de la prescription médicale de certains produits, est-ce que vous faites la consultation en ligne? Et si oui, expliquez-nous comment ça se passe. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas comme les autres consultations parce que, par exemple, en ce qui concerne le côté psychiatrie, aujourd'hui, vous savez pertinemment qu'il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans la dépression. La dépression, c'est défini comme quoi? Comme un sentiment de désespoir total à partir du moment où un jeune se dit « je suis au bout, je ne peux rien faire ». Ils sont très nombreux dans ce pays parce qu'il faut se rappeler aujourd'hui, l'excellence est en dépression en Guinée. La compétence est en larmes. Aujourd'hui, c'est la médiocrité qui gagne du terrain. Ça veut dire sincèrement qu'il y a des jeunes qui ont des bagages intellectuels, mais malheureusement, l'opportunité ne se trouve pas. Autrement dit, il faut avoir le bras long pour avoir certaines responsabilités dans ce pays. Et ça donne franchement du stress. Et le stress accumulé, ça provoque la dépression parce que quand on est stressé, il y a la sécrétion de certains hormones. Par exemple, quand vous parlez de cortisol, parce que ça provoque, ça déclenche plus de 75% du système physiologique de l'organisme. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans la dépression, en tout cas, ou qui tendent vers la dépression et qui nous appellent. Ah, docteur, s'il vous plaît, aujourd'hui, je ne sais pas, ma vie ne sert à rien. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, en ligne, on aide franchement ces jeunes, ces personnes, en tout cas, et à avoir
en tout cas une vie plus facile, c'est-à-dire à faire face à la dépression. Donc, le côté dépression, nous aidons beaucoup plus les gens. Et aussi d'autres choses, par exemple, aujourd'hui, il y a des infections qui sont partout. Autrement dit, les maladies qui sont liées à la santé sexuelle. Aujourd'hui, les virus sont partout aujourd'hui. Les infections se promènent à ciel ouvert. Le marché est inondé par des solutions intimes que les femmes utilisent tous les jours. Très malheureusement, ces femmes n'ont pas d'informations fiables sur ces produits parce que c'est le côté marketing qui prime. Autrement dit, c'est tout à l'heure, il faut voir un ami ou une fille ou une amie, par exemple, qui utilise une solution sur TikTok, il fait la publicité, la promotion, mais malheureusement, il ne sait même pas est-ce que cette solution respecte bien sûr le pH vaginal, et l'autre dame va utiliser parce que sa copine l'avait conseillé d'utiliser. Donc, nous rencontrons les gens, par exemple, parce que ce sont des malades ambulants. Autrement dit, un malade qui se promène, mais il a une maladie. Donc, on peut discuter avec lui en ligne. Ah, madame, vous utilisez quelle solution? Non, c'est ce produit que vous devez prendre, c'est tel, etc. Donc, on fait des consultations en ligne pour les malades ambulants. Les malades, par exemple, qui sont alités ou qui sont dans des situations compliquées. Aujourd'hui, moi, je suis en partenariat avec certaines assistances, par exemple, à Istanbul, en tout cas, en ce qui concerne l'évacuation sanitaire, à partir du moment où on s'est dit que non, franchement, parce qu'il faut le dire, en Guinée, nous ne manquons pas de médecins de qualité, mais l'infrastructure sanitaire, ça n'existe pas. Et quand on parle de médecins, c'est l'infrastructure sanitaire. C'est comme un militaire sans son PMK. Également. Voilà, un militaire sans kalash. Mais bon sang de Dieu, ça ne peut pas marcher. Donc, avec les malades ambulants, nous travaillons ainsi les consultations en ligne à travers le téléphone, WhatsApp, et puis il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des malades aussi qui ne veulent pas appeler directement, c'est des questions tabous. Ils peuvent envoyer le vocal. Donc, on peut écouter le vocal et on traite en fonction de ça. Quand on entend l'assistance médicale mobile en Guinée, ça nous ramène tout de suite à des services qu'on rend aux gens peut-être à domicile, puisqu'il y a le mot mobile qui est là, mais à vous entendre, on sent que le travail quasi se passe sur Internet. Est-ce que vous vous rendez aussi chez les malades pour leur offrir des services, ou bien comment ça se passe? Ok, madame, vous savez, les 1000 pas commencent par un pas. Et moi, quand je venais tout à l'heure chez vous ici, on me dit 4e étage. J'ai commencé par le premier pour atteindre le 4e. Donc, pour un début, parce que les ressources humaines, en tout cas, ça y manque. Les ressources économiques aussi également. Et puisque tout ce qu'on a réalisé de 2021 jusqu'à maintenant, c'est moi-même qui paye. C'est sur fonds propres. Fonds propres. Je n'ai reçu aucune somme de la part de l'État, ni même des personnes, en tout cas. Vous n'avez aucun bailleur. Exactement. Je le fais moi-même personnellement et avec certains amis aussi qui sont médecins, en tout cas qui évoluent dans le bénévolat. Donc, en ce qui concerne le soin à domicile, on n'a pas encore engagé ça. Bon, très souvent, c'est surtout le côté des jeunes qui tombent dans la dépression. Donc, souvent, on dit, ah, docteur, moi, je suis à Sangoya, parce que je peux facilement me déplacer pour aller te voir, on discute. Ou bien je te dis, viens me trouver au camp, on discute, juste pour te soulager. Mais en ce qui concerne les soins proprement dits au domicile, on n'a pas encore accès à ça parce que ça demande beaucoup de choses. Pourquoi vous avez accepté d'aider les gens en ligne? Est-ce que vous utilisez les nouvelles technologies à des fins qui peuvent être rentables et pour vous et pour le patient, ou vous le faites parce que à l'avenir, vous vous attendez à quelque chose? Oui, vous avez déjà répondu à la question parce que, vous savez, et Matthieu le dit dans la Bible, chapitre 7, verset 7, qui cherche trouve, qui demande gagne et qui tape la porte on ouvre pour lui. Et Dieu lui-même, il dit dans le Coran, avant de m'adorer, cherchez d'abord à me connaître davantage. Donc aujourd'hui, moi je sais que demain ça va payer parce que le travail bien fait, il y a toujours une récompense. Donc aujourd'hui, je me suis dit, il faut utiliser l'Internet parce que, vous savez, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de jeunes médecins qui sont tous les jours sur les réseaux sociaux, mais qui ne réfléchissent pas de dire, est-ce que je peux utiliser les réseaux sociaux, cette connexion-là, autrement pour servir davantage d'autres personnes? Donc je sais que demain, après-demain, ça pourrait me servir parce que, en réalité, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu dois récolter demain. Parce qu'on ne peut jamais s'aimer, en tout cas, les fonio et récolter le maïs à sa place. C'est ce que ma maman m'avait dit. Oui, puisque vous n'avez pas... Oui, Jenna, donc, ceci dit que vos consultations sont gratuites? Exactement. Gratuite et financée par vous-même. Exactement. Avant de boucler ou bien de clore le chapitre santé pour ouvrir le volet politique, cette autre question aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à l'État? Puisque votre vision, c'est peut-être de vous rendre chez vos patients, les consulter, faire des consultations qui peuvent ne pas être payées. Hein? Je pèse mes mots, qui peuvent ne pas être payées. Mais votre vision, à vous entendre, c'est vous rendre au chevet de ces personnes malades, faire des consultations, des prescriptions,
les aider à surmonter cette période difficile de leur vie. Aujourd'hui, puisque vous n'avez pas les moyens, quel est votre appel à lancer à l'endroit notamment des institutions internationales, à l'endroit des autorités guinéennes, parce que vous êtes en train d'innover dans un domaine très très complexe. C'est le domaine de la santé. Aujourd'hui, des gens meurent dans des hôpitaux tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès, ces personnes n'ont pas eu accès aux soins, aux premiers soins même. C'est déjà très compliqué. Merci beaucoup, monsieur. Vous savez, en Guinée, évoluer en Guinée, c'est hyper difficile. L'État, en tout cas, n'arrive pas à s'inscrire dans certains avantages pour les populations. C'est ça aussi le paradoxe. Aujourd'hui, demander à l'État de t'accompagner, c'est comme si on disait à un Kéta de tirer le fleuve Milo à partir d'une corde tordue. C'est hyper difficile à un Yaté Diallo de le faire. C'est pas du tout facile. Donc aujourd'hui, je voudrais que l'État m'accompagne dans ce sens. Parce que ce n'est pas en tout cas le côté lucratif qui prime. Il faut mettre à la disposition de ces jeunes, en tout cas des ressources, en tout cas des infrastructures et des véhicules pour pouvoir les permettre d'atteindre le point culminant en tout cas de la raison. Aujourd'hui, je vous dis tout simplement, par exemple, quand nous on est parti à Kindia l'année dernière pour former 150 personnels de l'hôpital régional de Kindia gratuitement sur l'antibiorésistance. Aujourd'hui, les gens prennent les antibiotiques sans chercher à comprendre est-ce que si je prends ça, qu'est-ce que ça va faire? Et finalement, les bactéries résistent. Donc, ce sont les médecins qui doivent donner ces informations aux patients. On s'est levé, on a payé bien sûr le transport pour aller à l'hôpital, former les gens gratuitement. L'État voit tout. Mais il faudrait que l'État essaye de se mettre franchement dans une posture pour pouvoir aider les jeunes, en tout cas qui veulent que les choses changent. Parce que s'il faut que les choses changent, l'État doit essayer de travailler dans ce sens. Comment accéder à votre plateforme pour ceux qui ne savent pas? Voilà, et il faut juste, parce qu'aujourd'hui, 80% des Guinéens sont beaucoup plus sur Facebook que sur Twitter et autres réseaux sociaux. Quand vous cliquez sur Assistance médicale mobile Guinée, directement notre page se présente et il y a en tout cas par exemple un formulaire à remplir où on vous demande toutes les informations. On vous dit est-ce que vous êtes diabétique, est-ce que vous avez tel problème, parce qu'on veut se rendre compte les pathologies chroniques vous n'en avez pas. Cela veut dire sincèrement que dans cette lancée on pourra aller. Donc quand vous cliquez sur Assistance médicale mobile Guinée, c'est la seule assistance médicale mobile en Guinée. Donc du coup, vous allez voir notre page et on va vous guider comment vous inscrire gratuitement et comment demander service, parce que nous avons une plateforme, nous avons une communauté sur WhatsApp où on discute avec les médecins, avec les malades. Et voilà. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire pour nous, en tout cas, retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, allez-y. C'est un service généraliste parce que de l'assistant psychique, vous avez parlé de la gynécologie, vous avez parlé de certaines pathologies. Est-ce que vous traitez tout? En réalité, oui, surtout les problèmes, les malades, surtout ambulants, je dis, les malades ambulants. Parce que si c'est les malades qui sont en lité, on cherche toujours, par exemple, vous êtes à Kankan, vous dites, ah docteur, j'ai mon grand frère qui est à l'hôpital tel ou qui est dans telle clinique, quel est le service adéquat? Donc, on peut vous orienter vers un spécialiste parce que il faut se poser la question. Le système de santé en Guinée, c'est devenu autre chose. Toute personne qui porte la blouse est considérée comme un médecin. C'est pourquoi il y a des cliniques fantômes partout. Et des gens qui se disent médecins, mais des grands assassins, qui n'ont jamais prêté serment, qui n'ont jamais fini la faculté de médecine, qui n'ont jamais soutenu, mais qui portent la blouse et qui se disent dans le quartier, je suis médecin. Donc, lorsque vous demandez, on vous dit non, à Kankan, il y a un spécialiste à l'hôpital, partez voir ces spécialistes, allez voir tel. Donc, on vous oriente vers les services, en tout cas, habilités à vous prendre en charge de façon adéquate, cohérente et normale. Bien. De nos jours, quelle est la maladie que vous rencontrez fréquemment dans vos consultations? En réalité, surtout, c'est les femmes, ce sont les infections. Très souvent, parce que c'est ce que je disais en amont, les femmes utilisent toujours des solutions parce que ma copine X m'avait dit ça, etc. Vous savez, la flore vaginale est très fragile et cette flore vaginale contient plus de 3 milliards de lactobacilles. Les lactobacilles, ce sont des bactéries qui protègent la femme contre d'autres microbes. Mais si vous utilisez certaines solutions qui ne respectent pas le pH vaginal, ces solutions vont agresser cette flore vaginale, donc la flore vaginale sera détruite et quand vous rentrez dans une toilette commune, vous sortez avec une infection. Donc c'est devenu très récurrent en Guinée. Donc c'est la pathologie la plus fréquente en tout cas que nous rencontrons. Mais docteur, ces solutions-là sont souvent prescrites par des médecins, mais quelque part j'ai lu qu'aucune solution, qu'aucun savon ne doit être utilisé pour une toilette intime, que seule de l'eau propre est adéquat pour ça. Est-ce que vous êtes du même avis?
Oui, logiquement, c'est l'eau propre qui doit être utilisée. Mais vous savez, lorsque quelqu'un est déjà malade, vous savez, vous pouvez être là, ne pas tomber malade, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser l'eau simple. Mais lorsqu'il y a déjà une infection, le médecin prendra les mesures parce qu'on dit chez nous, chaque malade est un cas. X est différent de Y, cela veut dire tout simplement que le médecin peut vous dire, prenez cette solution, mais ce n'est pas de façon continue. Donc c'est pendant une période bien précise et après ça, vous laissez la solution, vous utilisez l'eau simple pour votre toilette. Bien. Ce qui est déjà compris. Ouvrons à présent le volet politique de ce débat. Docteur, puisque vous êtes, il faut le rappeler, étudiant en master en sciences politiques du côté de l'Université Générale Lansana Conté de Somfonia, aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur ou en tant que politologue, si je peux vous appeler comme ça, aujourd'hui, comment vous percevez la gestion de la transition, cette politique imposée ou cette politique menée par le CNRD? Merci beaucoup. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter bonne fête à l'armée guinéenne. En tout cas, après 65 ans d'indépendance, 3 transitions militaires, 24 ans de dictature, 2 ans de situation compliquée avec... La dictature en plus. Oui, bien sûr. Lansana Conté 84, 2009, 2008. Et de Sekouba Konaté avec son ami Moussa Dadis, 2 ans. Et aujourd'hui, nous sommes avec le colonel Mamadi Doumbouya. C'est très difficile de parler de la transition parce que, vous savez, les transitions partout en Afrique, c'est les transitions qui marchent en dents de scie. Autrement dit, ils partent... voilà, exactement. Parce que, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un big bang politique, un big bang de révolution. Vous n'êtes pas des pseudo-révolutions parce que très souvent, ce sont des pseudo-révolutionnaires qui se servent de la révolution pour alimenter le populisme sauvage. Autrement dit, on vous dit non, la France est mauvaise, il faut choisir la Russie parce que la France fait comme ça. Si vous avez une fois vu le triangle, ou ce qu'on appelle le triangle dramatique de Cartman, il a expliqué qui est victime, qui en tout cas martyrise et qui se dit sauveur. C'est ce problème qui est là aujourd'hui en Afrique. Les Africains se disent « Ah, on ne veut plus la France » et la Russie, quelque part, aussi voudrait se comporter comme sauveur. Et parce que l'Europe martyrise l'Afrique. Très malheureusement, ça se termine toujours très mal parce que parfois, le sauveur va commencer à martyriser sa victime. Donc l'Afrique ne sait plus où aller. Quand vous prenez par exemple le cas de la Guinée actuellement, et je voudrais interpeller le colonel. Vous savez, chez nous, dans le Mandem profond, on dit l'homme c'est la parole. Un homme qui est incapable de respecter sa parole ne mérite pas en tout cas la confiance du peuple. Et le peuple, surtout la foule, c'est le plus mauvais décideur en politique. Ceux qui vont t'applaudir aujourd'hui, c'est les gens, même personnes qui vont te dire demain non. Et aujourd'hui, on est toujours seul face à son destin. Il y a 2 ans, c'est Alpha Condé qui était au pouvoir. Nous sommes sortis pour dire à Alpha Condé, non, il ne faut pas faire le 3e mandat. Et il ne nous a pas écoutés. Malheureusement, après 2 ans, il est en dehors du pays. Même, en tout cas, discuter avec sa propre formation politique, il faut le faire en ligne. C'est incroyable. Ceux qui se prenaient hier comme les commandants de la République, les intouchables du gouvernement, aujourd'hui, ils sont où? L'histoire se répète et l'histoire est têtue. Et le temps n'attend personne et le temps est parfois intolérant. Après 5 ans, le colonel va s'asseoir, prendre son stylo et dire qu'est-ce que j'ai fait concrètement. Aujourd'hui, l'arrogance n'aide pas la transition. Il faut se dire la vérité. Il faut aller à la rencontre du peuple, comprendre ce qui se passe. Mon père me disait que le plus mauvais chef, c'est ce chef qui reste toujours, en tout cas, encerclé, qui reste enfermé dans son bureau et qui ne sait pas ce qui se passe. Allez-y, consultez les gens dans le marché. Vous comprendrez que ça ne marche pas trop en Guinée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit au colonel lorsque j'ai envoyé cette lettre. Mon colonel, je faisais partie de ceux qui sont sortis le 5 septembre pour dire non, en tout cas à la dictature. Nous préférons aujourd'hui les militaires pour redresser le pays parce qu'il y avait des gens qui pensaient que la Guinée était une propriété privée. Donc il faut sucer la Guinée jusqu'au moelle des os. Si vous décidez de mettre fin à ça, il faut penser toujours la journée du 5 septembre lorsque vous êtes sortis pour nous dire il faut éviter les erreurs du passé. Et aujourd'hui, nous constatons ces mêmes erreurs-là. À qui la faute? Aujourd'hui, le système est en train de rattraper le colonel. Ils ont pris le colonel jusqu'au cou. Mais pourquoi? Un bon chef parce qu'il a le bon entourage.
On devient mauvais chef, c'est lorsqu'on se laisse entourer par de mauvaises personnes. Qu'Alpha Condé venait en 2010, en tout cas, je suis sincère, je n'ai jamais apprécié la politique du professeur Alpha Condé. Toute politique basée sur la division ethnique, je ne fais pas partie. C'est pourquoi j'ai toujours combattu la politique du professeur Alpha Condé. J'ai toujours combattu la vision de Cellou Dalein Diallo. Les grands politiques qui ont fait de ce pays, en tout cas, aujourd'hui, un enfer à ciel ouvert. Mon colonel, il faut toujours penser à cette phrase, il faut éviter les erreurs du passé. Aujourd'hui, certains anciens dignitaires qui étaient intouchables, hier, mon frère, si pour accéder à un certain Poutine de Alpha Condé comme le docteur Diané, c'était pas facile. Le PM, c'était pas facile. Mais ils sont où aujourd'hui? Qui sait ce qui va se passer demain? Le colonel ne rentrera par la grande porte de l'histoire que par les actes qu'il a posés. Aujourd'hui, la transition évolue en dents de scie. Il faut écouter les gens. Il faut donner plus de sens, bien sûr, au dialogue. Il faut appeler tous les Guinéens sur la table pour décider. Parce qu'une transition, ce n'est pas pour faire développer une nation, mais pour créer des institutions fortes qui peuvent résister aux tentations des hommes. Pour créer des hommes qui peuvent faire de la Guinée une référence. C'est ce qu'il doit faire. J'ai dit au colonel, vous devez être notre Jerry Rawlings. Jerry Rawlings, c'est ce qu'il a fait. Mais tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des jeunes ministres qui commencent à construire partout. Mais avec quel bien? Avec quel argent? Avec l'argent du peuple. C'est évident. Et c'est aberrant. Non, mais comme c'est évident. Moi, je connais plein de ministres. Je les ai côtoyés avant qu'ils ne soient ministres. Aujourd'hui, ils ont du mal à décrocher mes appels. C'est des ministres, on comprend. On n'est pas contre, mais juste contre le fait qu'ils s'enrichissent facilement, qu'ils construisent facilement, qu'ils se promènent avec des biais étrangers au lieu du franc guinéen. C'est quand même déplorable. C'est un commentaire à moi. Et loin de votre commentaire. Oui, Docteur Kava, 14 mois nous séparent de la fin de la transition. En tout cas, si on s'en tient aux accords obtenus entre la CEDEAO et la junte, mais des voix surgissent comme quoi c'est une période assez petite pour mener à bien la transition parce qu'il y a des chantiers qui sont ouverts ici et là. Au cas où, si cette possibilité de glissement s'est posée, quelle est votre réaction? La question elle est très pertinente. C'est ce que je disais la dernière fois à l'ambassadeur des États-Unis par rapport au glissement du calendrier. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut toujours respecter sa parole. Un homme, quand on ne veut pas, on dit non. N'est-ce pas? Ouais. Les Malinqués disent Banka Fissa Djamfati. Le colonel a pris un engagement devant les Guinéens. Il dit je vais respecter les 2 ans. Et si aujourd'hui il y a un glissement de calendrier, le colonel prendra la responsabilité de ce glissement. Vous savez, et je n'aime pas trop rentrer dans les thèses philosophiques, mais Platon avait bel et bien parlé de ça. Il a catégorisé la société en 3 groupes. La première catégorie, c'est quoi? Ce sont les militaires. Les militaires ont la meilleure des vertus. La meilleure des vertus, vous savez, c'est quoi? C'est le courage. Vous passez la nuit dans une maison climatisée alors que le militaire est arrêté avec une arme de 3 kilos toute la nuit. On dit dans cette maison, les bandits sont là armés. Personne ne va oser rentrer, mais c'est le militaire qui va se sacrifier. Donc le militaire a un rôle fondamental. Comment sécuriser le peuple? Comment défendre le territoire? Les hommes de science, ce sont des gens qui maîtrisent l'administration. Un militaire, il serait hyper difficile pour un militaire de faire développer une nation parce qu'il n'a pas cette vertu. De la caserne militaire à la présidence, c'est le choix du destin. Mais il ne faut pas que le colonel s'aventure dans cette situation glissement de calendrier. Il faut respecter en tout cas ce calendrier. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, il faut juste faire une petite lecture. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de frustration. Et plus la transition prend du temps, plus les choses se compliquent. Et plus les choses se compliquent, plus les gens sont frustrés. En fin du compte, qu'est-ce qui va se passer? Donc le glissement va causer tort à la République de Guinée parce qu'il va y avoir des manifestations. Et les manifestations en Guinée sont toujours sanctionnées par des morts. Parce que c'est cette culture qu'on avait en tout cas imprégnée. Et malheureusement, la notion de patriotisme n'est pas enseignée dans la politique guinéenne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à cette allure-là, vous croyez au respect de ce calendrier? La transition est beaucoup plus conjoncturelle que structurelle. Cela veut dire que à 14 mois, je ne pense pas si les élections seront organisées à temps. Je ne pense pas. En tout cas, c'est mon avis par rapport à ça, parce que tout ce que je suis en train de voir, c'est purement conjoncturel. Et quand on parle de transition, c'est organiser les élections libres et transparentes, laisser le choix au peuple, et c'est au peuple de dire, bon, nous préférons telle personne,
Et vous pouvez sortir peut-être aller en France pour étudier la politique, revenir encore, ça dépend de ce que vous avez réalisé. 10 ans. Oui, allez-y. 11 années de gouvernance par le procès Alpha Condé, caractérisé par une dualité politique entre mouvance opposition, entre le RPG, l'IFDG. Et aujourd'hui, Alpha n'est plus en Guinée ici, c'est Loudalé exilé. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il constitue le problème fondamental de notre progrès politique et social, il faut le rappeler? Qui, professeur Alpha Condé? Non, Alpha, c'est lourd. Je parle d'une dualité politique. Je vois. Alors, vous imaginez, puisque le champ politique était complètement miné par la contradiction de ces déformations politiques qui se répercutent sur la vie nationale. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme tant d'autres, que ce sont le véritable problème et qu'il faut s'en passer? Il est très difficile de répondre à cette question parce que, vous savez, on peut détester le sien, mais il faut reconnaître que ses dents sont claires, sont blanches, n'est-ce pas? Et quand Alpha Condé venait en 2010, la Guinée n'était pas comme ça, il faut se dire la vérité, parce qu'en Guinée, les partis politiques sont construits à l'image des ethnies. Donc les partis politiques sont devenus comme, en tout cas, une manière, autrement dit, une substance qui doit éveiller la conscience du danger. Et c'est en 2010-2020 où il y a eu franchement une certaine animosité dans la politique. Où le Peul déteste le Malinké déteste le Peul. Le forestier s'est dit, je préfère garder mon silence parce qu'il y a eu tel. Et le Sessou dit, je dois revenir très fort. Ça s'est passé en Guinée ici. Parce que tout simplement, on a inculqué dans la mentalité des gens qu'il ne faut pas regarder le programme des sociétés, des partis politiques, mais plutôt leur identité ethnique. Donc en réalité, si nous regardons aujourd'hui, si nous faisons une bonne lecture par rapport à tout ce qui se passe, Alpha Condé et Cellou Dalein ont eu une grande responsabilité, en tout cas en ce qui concerne la situation politique de notre pays, parce que tout simplement tous les deux jouaient à la fibre ethnique pour pouvoir gérer, parce que c'est que le prince disait Machiavel, il faut diviser pour régner. Donc en divisant pour régner, Alpha a fait 10 ans de gestion, mais il faut se rappeler quand même que même Koro, après 10 ans de gestion, c'était pour moi une déception, mais il a fait aussi des réformes au niveau par exemple de l'armée que moi j'ai beaucoup apprécié, parce que en 2010, en 2009, 2008, moi je voyais des militaires avec des calaches partout qui eux seulement te tirent dessus. Mais Alpha Condé, 10 ans de gestion, il a pu canaliser l'armée, il a pu maîtriser l'armée, mais le champ politique a été franchement une déception totale. Et voilà, aujourd'hui, chacun va faire face à son destin parce que... Vous parlez notamment d'entourage. Est-ce que l'entourage d'Alpha Condé a une implication participative? Ah, bien sûr que oui. Ce président seul ne dirige pas le pays, hein. Le président, lui seul, ne dirige pas le pays. Il faut avoir un entourage, il faut avoir des amis, il faut avoir des connaissances. Parce que dans la vraie logique des faits, la gestion, c'est les amis, la famille, les amis, les connaissances. Si la famille est mauvaise, ça va répercuter sur les amis. Si les amis sont mauvais, ça va répercuter sur les connaissances. Moi, je suis président, je regarde tout près, c'est mon frère Dulé qui est à côté. J'ai plus confiance à ces derniers. Par exemple, qu'à mon ami que j'ai retrouvé sur les bancs de la médecine à Conakry. Au-delà de ça, mon ami sur les bancs de la médecine peut me dire, ah, docteur, il y a un gars que j'ai connu, il est très bien en finances publiques, il peut être ministre. Donc, je prends parce qu'il devient une connaissance à moi. Mais si toutes ces trois lignées sont mauvaises, ça va répercuter sur la gestion du président. Donc Alpha Condé a eu un entourage. C'est d'ailleurs ce qui a mis Alpha Condé dans cette situation. Parce que s'il écoutait de bonnes personnes, il n'allait pas en tout cas dire que je vais faire un troisième mandat. Il aurait préparé quelqu'un d'autre dans sa formation politique. On n'allait pas parler de transition aujourd'hui. Parce que le colonel n'allait jamais oser faire un coup d'État à un président qui vient à peine d'arriver, juste un an de gestion. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Donc aujourd'hui, est-ce que vous croyez à un retour au pouvoir à Alpha Condé? Question simple. C'est comme si je disais tout à l'heure, vous donnez une corde tordue à un Diallo de tirer le Monimba. Il n'y a que des Diallo ici. Hein. Et là, c'est dangereux. À un Ketawangilaboki de tirer le Monimba à travers d'une corde tordue. 3 contre 1. Ah. Il y a 3 Diallo ici, Camara, Diallo et puis voilà. Il a compris. J'ai compris. Je retire le nom. Je retire le nom. Oui, pour ta question, hein, puisque je t'ai vu avancer une question rapidement. Hein. En fait, vous êtes assez jeune, c'est très appréciable du point de vue clairvoyance de la situation. Aujourd'hui, la jeunesse... Puisqu'à un certain niveau, on disait sous Alpha qu'il est entouragé par de vieux, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau de certains postes de prise de décision. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont jeunes. Quelle comparaison faites-vous entre la gestion des vieux et celle des jeunes? Du point de vue vertu,
C'est M. Camara, n'est-ce pas? Oui. M. Camara, c'est un faux débat. Lorsqu'on parle de jeunes, vieux, femmes, c'est un faux débat. Il faut beaucoup plus miser sur la compétence, sur l'honnêteté, sur la probité des gens. Il y a des jeunes malhonnêtes, tout comme des vieux malhonnêtes. Des femmes malhonnêtes, tout comme, en tout cas, des hommes malhonnêtes. Vous vous rappelez, quand Alpha Condé était là, on se rappelle bien sûr de 518. Ouais, il a nommé que des jeunes DAF. Mais c'était quoi le résultat, concrètement? Mamadi a retiré tous les passeports. La construction des immeubles partout à Conakry. La gabésie. La gabésie financière. Ben, c'est les jeunes qui ont fait ça quand même. Donc, parler de jeunes ou de vieux, c'est un faux débat. C'est devenu d'ailleurs un système pour permettre aux politiques d'accéder au pouvoir. Il faut venir dire à rien. Ah, je suis là pour les jeunes. Les jeunes, c'est comme ça pour, en tout cas, dorloter la conscience des jeunes pour avoir leur voix. Il faut miser plutôt sur la compétence. C'est que vous pouvez apporter. Parce que ce n'est pas dans la jeunesse où on dit il ne faut pas voler. Ce n'est pas en dire qu'il y a une école où on apprend aux gens il faut voler, ne pas voler. C'est la probité morale. Avant de prendre quelqu'un comme ministre ou directeur, il faut d'abord poser la question à cette personne. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement avant d'atteindre? Qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? C'est cette question qu'on devrait se poser au lieu de regarder le bagage intellectuel, autrement dit, le diplôme des gens. Parce que la plus petite université peut former un cadre excellent, tout comme la grande université peut faire sortir un médiocre. Ça s'est passé en Guinée. Tous ceux qui ont volé ces pays, allez-y voir leur CV, c'est des gens qui ont étudié dans les grandes universités. Je ne suis pas en train de blâmer ceux qui ont eu la chance de fréquenter les grandes universités, mais la gestion d'un État demande beaucoup plus de probité, beaucoup plus de sincérité et d'honnêteté. Donc il faut miser plutôt sur ces éléments que de miser sur un problème de jeunes, vieux, femmes. C'est un faux débat, c'est les politiciens qui utilisent ça pour nous berner. Oui, alors, Abdallah parlait tout de suite du retrait des passeports des ministres. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Et vous avez aussi vécu cette situation peut-être, si vous étiez dans le pays. Comment aujourd'hui, quel est en tout cas votre regard par rapport à ça? Beaucoup pensent que c'est une mauvaise image qu'on ramène de l'extérieur de notre pays. En fait, c'est comme vous avez dit, c'est beaucoup le disent, mais peut-être le colonel est en train de faire une prise de conscience. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont autour du colonel qui voudraient que le colonel soit sorti par la petite porte de l'histoire et qui volent de l'argent de l'État, mais qui voudraient le faire de façon incognito. Qui disent au colonel, monsieur le président, vous êtes le chouchou de la République de Guinée. Cela veut dire que vous pouvez faire 10 ans au pouvoir. Nous allons chercher des mouvements de soutien pour vous aider. Et ce sont des gens qui volent de l'argent. Donc pour moi, ce n'est pas une mauvaise image. C'est déjà, ça traduit l'état d'esprit des Guinéens. Ça dit simplement que la Guinée n'a jamais eu un problème d'homme, mais plutôt un problème de système. Et si vous ne parvenez pas à détruire de façon systématique le système prendra en tout cas la force sur vous. Donc c'est d'ailleurs parce que honnêtement, je n'ai pas eu en tout cas le courage de fouiller de fond en comble ces problèmes de passeport, mais je me suis dit si toutefois l'idéal c'était de saisir ces passeports pour ne pas que certains commencent à sortir, parce que la CRIEF elle doit être non seulement pour les anciens dignitaires mais aussi pour ceux qui sont là aujourd'hui, parce que l'histoire nous rattrape, hein. L'histoire nous rattrape. Après un jour, 2 jours, 2 ans, 3 ans, chacun va se faire en tout cas un petit résumé sur ce qu'il a effectué. Pour moi c'est pas une mauvaise image, mais c'est juste plutôt une mise en garde. Docteur Karamo Kaba, il est ancien chercheur, politologue, pharmacien. Il a les deux casquettes à la fois et c'est tellement compliqué. Oui, docteur, avant peut-être de vous laisser partir, c'est cette petite rubrique. Et si vous étiez le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, que ferez-vous aujourd'hui pour éviter de se retrouver ou de sortir par la petite porte de l'histoire? Et la question, elle est très forte. Si Kaba Karamo était à la place du colonel Mamadi Doumbouya aujourd'hui, la première des choses, c'est d'abord me référer, de penser toujours à ce que j'ai dit en amont. En amont, j'ai dit qu'il faut éviter les erreurs du passé. Donc, je dois revoir ça. Je dois m'asseoir à partir de 3 heures, 4 heures pour dire exactement est-ce que ce que j'ai dit aux Guinéens, je suis en train de réaliser. Après cela, je dois savoir est-ce que mon entourage ne me trompe pas. Il y a des stratégies, il y a des systèmes. J'ai dit tout à l'heure, lorsque le président est dans son bureau, il y a quelqu'un qui viendra dire au président, on peut avoir des mouvements de soutien. C'est un ennemi phare du président de la République. Il faut en tout cas décanter d'abord, tamiser cela. Je dois encore penser à la CEDEAO qui m'a donné 2 ans
2 ans pour organiser les élections, 2 ans pour laisser le pouvoir aux civils. Je dis, il faut le faire. La moralisation de la gestion publique. Aujourd'hui, il faut engager des poursuites contre les jeunes ministres, les jeunes directeurs qui ont pensé que franchement, tout est permis en Guinée. Et il faut les traduire d'abord en justice. Je dois encore penser à nos différentes communes aujourd'hui, les maires qui sont dans les communes. Il y a eu des délégations spéciales dans certaines villes. Au contraire, ça n'a pas été fait dans d'autres villes. Il faut engager non seulement des poursuites, des audits contre ces maires pour qu'ils présentent d'abord leur bilan et avant les élections prochaines pour qu'ils soient jugés et condamnés devant les Guinéens. Il faut taper Pierre pour que Paul sache franchement que s'il fait la même chose, il sera tapé. Donc à la place du colonel aujourd'hui, non seulement je vais respecter mon engagement que j'ai pris devant les Guinéens, devant le monde entier parce que l'histoire nous surveille, mais également je dois aller au chevet des Guinéens pour comprendre que franchement, qu'est-ce qui ne marche pas, parce que je vous dis, le Guinéen vit au quotidien aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on vous dit qu'il y a un recrutement de jeunes, allez-y dans les endroits où on prend les papiers et autres, vous allez vous rendre compte que franchement, c'est déplorable. Ouais. Donc il faut plutôt écouter le peuple et non pas les opportunistes, les marionnettes qui viennent voir le colonel pour dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc le colonel, pour sortir par la grande porte de l'histoire, il doit beaucoup revoir ses copies pour dire oui, je dois respecter mes engagements face à mon peuple, mais aussi face au monde entier. Oui, Yaya, et si vous étiez aujourd'hui le ministre de la Santé, c'est tout le mal que je vous souhaite, ici, quelle serait votre politique nationale de santé pour qu'on ait un service de santé beaucoup plus adéquat et beaucoup plus proche des citoyens? Les anciens, ils ont tout établi, mais le souci, c'est surtout l'engagement du soir et l'investissement dans ces cadres. Vous savez, quand vous prenez le système de santé en Guinée, le système est purement pyramidal. Ça commence de là et jusqu'au niveau des centres de santé. Il faut d'abord alimenter ces centres de santé parce qu'on ne peut jamais parler de santé sans parler de médicaments. Et aujourd'hui, il faut mettre une politique en place pouvant éliminer de façon systématique la vente illicite des médicaments. Si vous éliminez la vente illicite des médicaments, il faudrait recruter beaucoup plus de jeunes pharmaciens, envoyer ces jeunes pharmaciens dans les régions les plus reculées. Parce que c'est ça aussi, c'est là où le bas blesse en Guinée. La concentration. Tout le monde voudrait rester à Conakry. Mais si les conditions ne sont pas remplies, les gens ne vont pas aller à l'intérieur. Donc, il faut former les jeunes médecins, envoyer ces jeunes médecins et pharmaciens partout en Guinée. En tout cas, investir beaucoup plus dans l'infrastructure sanitaire parce que on ne peut pas vous envoyer dans un village où il n'y a même pas un lieu où vous devez exercer votre métier. Donc, à la place aujourd'hui du ministre de la Santé, je dois veiller sur la vente illicite des médicaments parce que vous allez beau traiter votre malade, s'il ne prend que des mauvais médicaments, il ne va pas s'en sortir. Et il faut former les jeunes. Chaque année, l'État guinéen forme plus de 300, 400 jeunes pharmaciens. Chaque année, plus de 500 jeunes médecins. Ils sont tous à Conakry. Il faut les envoyer, il faut créer une politique pouvant permettre à ces jeunes d'aller servir à l'intérieur du pays, tout en prenant bien sûr les conditions les plus, en tout cas, et normales, autrement dit, de ces jeunes. Donc, il faut aussi investir dans l'infrastructure sanitaire. Il y a des villages qui n'ont même pas de centre de santé, qui n'ont même pas de poste de santé, qui n'ont même pas un endroit. Vous allez voir, peut-être c'est un ressortissant qui va dire « Ah, je vais construire 200 salons, vous allez rester là-bas. » Il faut faire la cartographie des besoins, aller à la rencontre de ces personnes, que le ministre abandonne la ville de Conakry pendant 2 mois et qu'il parte bien sûr partout où le besoin s'exprime afin de récolter ces besoins et travailler en fonction de ça, chercher des investisseurs parce que l'État seul ne peut pas faire. C'est aussi le charisme d'un ministre qui fera de lui le meilleur ministre parce que si vous comptez sur votre État seul, vous ne pouvez rien apporter concrètement. Oui, Sénat, merci. Et si vous étiez aux affaires, vous étiez président de la République, on ne peut pas s'attaquer à tout au même moment vu qu'on est dans une transition. Quels allez être vos secteurs de priorité? Vous savez, quand vous prenez la Guinée, tout est axé aujourd'hui sur la mine, mais il y a autre mine plus importante que celle que nous voyons aujourd'hui. Il faut aussi penser sur les ressources, autrement dit la formation des jeunes. Parce que si vous voulez avancer, vous voulez faire de votre pays une référence, il faut miser sur les ressources humaines qualifiées.
Donc je préfère investir beaucoup plus dans l'éducation parce que l'éducation, c'est le socle du développement. On nous dit souvent que l'avenir d'une nation, c'est son éducation. Mais si l'éducation est bâclée, vous pouvez beau parler des mines, vous pouvez beau parler des infrastructures routières, mais ceux qui doivent gérer ces infrastructures, très malheureusement, s'ils ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas la capacité, en tout cas requise, je pense que ça ne peut pas marcher. Donc je préfère une refondation totale du système éducatif guinéen pour permettre aux Guinéens de comprendre franchement qu'est-ce qu'il faut apporter à notre pays. Docteur Karamo Kaba, notre invité de ce mercredi. Merci d'être passé dans cette émission Le Scanner. C'est à moi de vous remercier pour l'opportunité. Je pense qu'ensemble, on pourra faire beaucoup plus pour ce pays parce que seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Il faut dire au colonel que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Oui. Donc il faudrait travailler davantage avec le bas peuple pour faire sortir la Guinée de cette léthargie. Le colonel, il peut le faire, il est capable de le faire parce que jusqu'à preuve du contraire, je sais que consciencieusement, il va réfléchir et comprendre que oui, nous comptons encore sur lui, mais il y a tout un arsenal de chemin à parcourir. Je lui souhaite bonne chance. Merci. Djenab Diallo, merci. Merci beaucoup. Merci Yaya Diallo. Gracias. Merci à l'équipe technique du jour, Oumar Diallo, Idiba, à la régie radio où nous a accompagné Foudé Kamara, Kandé Sanko, Mamadou Diallo, à la régie télé, Melika Sita Woutaye, Kassanso, Babako Ivogi, Robert Kourma, infographie, Traoré Ibrahim, Alpha Taïboussila a été à la production, à la réalisation, notre infatigable, Michel Wamouno. On se reprend demain, même heure, même fréquence, pour d'autres actualités sur le média du développement, le seul en République de Guinée. Au revoir.